Salut à tous, on est de retour avec Rebond, émission en partenariat avec Cegid qui, alors cette fois-ci, va s'intéresser au retail, va s'intéresser au commerce, non pas tant d'ailleurs pour s'inquiéter, enfin on pourra le faire d'un mot d'ailleurs, parce qu'il est en pleine révolution ce commerce, mais justement pour aller regarder l'un des aspects de cette révolution qui est le commerce qu'on va appeler éco-responsable, non pas tant ce qu'il vend, ce n'est pas tellement les productions éco-responsables qui vont nous intéresser, c'est la façon de vendre qui peut devenir, qui doit devenir, qui va devenir éco-responsable. Et là, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. Allez, c'est parti, c'est Rebond. Et donc, Nathalie Echinard va nous accompagner. Salut Nathalie. Bonjour Stéphane. Head of Retail pour Cegid. Et l'invité du jour, c'est Delphine Lebas. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes directrice RSE de la marque Petit Bateau. Oui. Alors, on précise d'un mot que Petit Bateau est une marque du groupe Rocher. Exactement. C'est ça. Groupe Rocher, entreprise à mission. Exactement, également une des premières à se lancer en 2019, une des tout premières avec une envergure internationale. De cette taille-là, je pense que c'est la première d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, j'ai pas en tête le chiffre d'affaires du groupe Rocher. Vous l'avez en tête, vous 2,7 milliards. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. De cette taille-là, c'est absolument la première. Ça veut dire, non, juste avant, et ensuite on va rentrer dans l'ensemble du sujet, mais ça veut dire qu'il y a au sein du groupe, j'imagine, donc c'est, je crois que la mission, c'est reconnecter... les hommes et les femmes à la nature. Les hommes et les femmes à la nature, voilà, c'est ça. Bon, il y a une espèce d'obligation quasi contractuelle d'aller vers une RSE très active et très offensive. En fait, le groupe Rocher est entreprise à mission depuis 60 ans. De par l'histoire d'Yves Rocher et de sa propre connexion à la nature, de par toute l'histoire de cette marque, en fait, en 2019, on s'est lancé dans ce statut d'entreprise à mission, mais c'est quelque chose qui est lié à notre héritage et à notre ADN, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incarné par l'ensemble des marques et de manière très forte. Et donc la mission de Petit Bateau, c'est de connecter les enfants à la nature. Mais ça veut dire, alors pardon Nathalie, mais juste... Je t'en prie, nous sommes tellement fiers d'avoir le groupe Rocher comme client. Que... voilà. Non, mais petite question là, c'est-à-dire on le comprend très très bien avec l'ensemble des produits de cosmétiques et le lien avec les plantes, etc. et tout. Je le comprends moins avec le textile. Alors, travailler dans le textile aujourd'hui, ça veut dire prendre ses responsabilités. Puisque, effectivement, aller travailler sur des matières, sur quelle matière, quel sourcing matière, mesurer, en fait, être capable de se réorienter vers des matières qui utilisent moins de ressources, moins émettrices de carbone. Ouais. Donc, on va passer sur des matières biologiques, sur des matières recyclées. Et il y a de véritables enjeux dans l'industrie textile aujourd'hui à adresser. Et Petit Bateau, au regard de 10 engagements qui ont été formulés en 2021, on s'engage à avoir 100% de matières éco-responsables à 2025. Et donc, on est au cœur de toute cette transformation. Coton éco-responsable ? Coton bio, certifié. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un vrai... Enfin, c'est... En gros, la ressource n'existe pas aujourd'hui, quoi. Enfin, il va falloir même être à l'origine, presque, de la création de la ressource, c'est ça Aujourd'hui, sur le marché, vous trouvez du coton bio, mais il faut aller plus loin, en fait. Il faut aller chercher des certificats et, au-delà de ça, une qualité. Ouais. Puisqu'en fait, chez Petit Bateau, on veut aller sur du bio, bien évidemment, mais il faut que le marché soit en mesure d'y répondre. Et ensuite, sur une fibre et un fil extrêmement qualitatif. Puisqu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est être vertueux dans la ressource, mais également garantir cette durabilité qui est au cœur de l'ADN de Petit Bateau et ne pas transiger sur cette durabilité. Qui nous amène au retail, Nathalie? Non, parce que durabilité, ça va être l'un des aspects qu'on va voir au cours de cette émission, c'est-à-dire effectivement la deuxième main, par exemple, est un des sujets aujourd'hui du retail. Mais alors, Nathalie, l'ensemble des enjeux, parce que je dois avouer que j'imaginais pas, à quel point le retail, et on parle encore une fois, non pas des produits qui sont vendus, mais bien de l'acte de vente. On peut aussi en parler parce que, pardon Stéphane, vas-y. C'est vrai que dans la partie retail, la finalité c'est de faire du commerce, mais il faut aussi acheter. Et sur la partie éco-responsabilité, ça démarre, comme l'a très bien dit Delphine, sur les matières.
qui sont utilisés sur les fournisseurs ou les sous-traitants qui peuvent être utilisés. On parle aussi d'empreinte carbone pour tout ce qui est transport et logistique. Et plus vous fabriquez loin, plus ça coûte cher et moins c'est co-responsable. Donc c'est bien, ça rapatrie un peu de production plus près de chez nous. Tout à fait. Voire du Made in France, même si c'est pas encore... c'est plus compliqué compte tenu du contexte. Et puis ça va jusqu'à la distribution à la fois digitale, où il y a beaucoup d'enjeux sur le numérique et son empreinte carbone. Hein, on discutait avec Delphine sur le un clic, ça prend combien d'énergie et donc il faut... Mais ça, c'est votre sujet à vous, Ségide, ça. C'est plus le sujet de Delphine, ça. Oui, mais comme ils sont vraiment très responsables, ils font attention à ce que leurs fournisseurs soient également engagés dans cette démarche. Et puis après, on a toute la partie retail, cette fois physique, où il y a plein d'enjeux de location, de seconde main. Toute la partie omnicanal, nous on est au cœur du sujet et on essaye de faire en sorte que les magasins puissent être utilisés comme stock pour réduire encore le dernier kilomètre et optimiser les stocks pour pas surproduire, pour pas... Voilà, donc il y a plein de choses. Et la dernière que j'ai vue récemment, c'est que même la conception physique des magasins, alors c'est éloigné de Ségide évidemment, les retailers font beaucoup attention maintenant sur les matériaux qu'ils utilisent pour construire leur point de vente. Oui, et puis les problématiques d'énergie vont aussi là se poser alors de manière, on est au cœur, de manière exponentielle. Oui, là on est au cœur du truc. Donc effectivement, alors reprenons le truc. À la limite, on part de l'amont jusqu'à l'aval. Tout à fait. Donc l'amont, on en parlait un petit peu. Finalement, c'est effectivement le coton, l'ensemble de ces éléments-là. Qui sont plus industriels que retail. Ce sont des enjeux industriels, ce ne sont pas vraiment des enjeux retail. Là, bien sûr, mais on a aussi des ERP pour le fashion qui gèrent la sous-traitance, donc on est aussi au cœur de ça. Et quand on voit des clients comme Petit Bateau, qui est historiquement de Troyes, qui est une zone, une région française qui est un berceau de l'industrie textile, absolument. Et je crois que vous avez beaucoup investi dans l'usine. Chez Petit Bateau, on est à la fois une marque, un distributeur, donc un metteur sur le marché, mais on a aussi une ressource extraordinaire qui est notre outil industriel. Dans la zone troyenne, on a 700 collaborateurs et on a quelque chose de très singulier sur le marché. En fait, c'est une chaîne de valeur complètement intégrée. Ça va de la sélection du fil au tricot sur Troyes, l'ennoblissement ainsi que toutes les étapes et la confection. C'est quoi l'ennoblissement ? L'ennoblissement, c'est toutes les étapes qui vont faire que votre produit, en fait, va partir de cette matière et va finir en produit fini. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tout ça, on le propose sur Troyes. Et 40% des tricots qui sont fabriqués chez Petit Bateau viennent de notre usine troyenne. Et sur la partie confection, 80% de notre confection est réalisée en zone Euromed entre nos partenaires au Maroc et nos partenaires en Tunisie. Et je parle de partenaires puisque chez Petit Bateau, en fait, être un fournisseur Petit Bateau, ça signifiait en moyenne 15 ans de relations. Et pour nos partenaires stratégiques, on a plus de 30 ans de relations avec eux. C'est le cas sur un de nos plus gros partenaires, notamment à Marrakech. Et là, vous avez les exigences en termes émissions de CO2, l'ensemble des exigences environnementales qui pèsent sur ces sites de production au Maroc, qui sont peu ou prou les mêmes que celles que vous pourriez avoir à Troyes ? Alors, sur notre usine, on a une usine au Maroc, on avance de la même façon et on accompagne nos partenaires. Par exemple, le partenaire dont je vous parlais il y a une seconde, en fait, a équipé au niveau mix énergétique son usine de panneaux solaires sur la partie confection. Puisque quand on parle d'impact carbone sur nos fournisseurs de matières, il y a à la fois la matière qui produit énormément, mais également le mix énergétique du pays où il se trouve. Tout à fait. Et donc là, l'accès à la data pour pouvoir mesurer où sont les enjeux carbone, où sont nos optimisations de carbone, effectivement, ce sont des questions majeures. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, Ségide, Nathalie ? Parce que ça, les chiffres sont assez affolants d'ailleurs, sur quand on descend, les grosses entreprises, oui, mais dès qu'on quitte en fait le secteur des ETI, le nombre d'entreprises, je peux le dire d'ailleurs, y compris Bismart, qui n'ont jamais mesuré leurs émissions, est quand même très très important aujourd'hui, mais parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution simple. En fait, vous travaillez à essayer de trouver des solutions simples ? Alors, déjà, nous-mêmes, on essaye d'être dans la mouvance. C'est ça. Et d'ailleurs, on se rend compte en aparté que nos clients ou nos prospects commencent à demander, et le groupe Rocher a été le premier
challenger sur cette partie-là. Donc, du coup, on entre dans cette mouvance et on avait déjà commencé, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, si demain, on veut continuer à être des partenaires fournisseurs de groupes comme Rocher, il va falloir aussi s'intéresser au sujet. Après, dans les applications elles-mêmes, nous, on fait tout pour essayer d'optimiser la production, de les aider à optimiser leur stock, leur matière première. Ouais. C'est une déclinaison de ça. Après, donc, effectivement, sur la partie magasin, on voit arriver beaucoup de choses, notamment, vous l'avez parlé, la seconde main. Et en fait, la seconde main, soit les consommateurs, ils se le font tout seuls avec Vinted, soit on voit qu'il y a certaines marques maintenant qui génèrent leur propre business autour de la seconde main pour pouvoir recycler les produits qu'ils ont vendus, permettre à d'autres consommatrices ou consommateurs... Oui, mais là, Nathalie, vous sautez, parce que là, on partait de l'amont, on allait tranquillement vers l'aval, et là, vous sautez au-delà de l'aval, là. Nous n'avons pas toute la journée. Oui, on a encore le temps. Et puis, en l'occurrence, ça, on va le voir avec la start-up, justement, qui nous accompagnera tout à l'heure. Après, il y a toute la partie transport. Alors, voilà, il y a toute la partie transport, quand même. Une fois qu'on s'est occupé des usines, il y a toute la partie transport. Et là, justement, comment est-ce que vous gérez ce sujet-là aujourd'hui chez Petit Bateau ? Alors, nous, en amont, comme je vous le disais, on a déjà 80% de notre confection qui est basée en zone Euromède et donc beaucoup moins sur des parties éloignées. Et donc aujourd'hui, on est sur des transports du coup de Tunisie, Maroc sur la France. On a une logistique également intégrée et on gère tous les flux sur notre région troyenne. Et maintenant, Logistique intégrée. En fait, on gère nous-mêmes toute notre logistique sur un site en région troyenne à Buchères. Mais ça veut dire tout ce qui est la confection Petit Bateau, on va dire ça, tout ce qui est produit pour Petit Bateau, oui, est transporté par Petit Bateau ? Non, pardon, c'était la plateforme. La plateforme, d'accord, voilà, c'est ça, une plateforme. Pas de transport. Non, mais il y en a. Maison du Monde est venue nous raconter combien, et c'était absolument passionnant, une logistique qui était totalement intégrée. En même temps, eux, ils transportent aussi des trucs parfois un petit peu, un petit peu compliqués. Mais il y avait là des gains d'efficacité très très intéressants. Mais en revanche, pour rester du coup sur cette plateforme que l'on opère nous-mêmes, quand on va adresser les enjeux de circularité et de ces nouveaux business que sont la seconde main, la location, il faut pouvoir transformer et accompagner le flux reverse de sa logistique. Et le fait d'opérer soi-même sa plateforme logistique, ça permet d'accompagner ces transformations de modèles d'affaires. Ok, et ensuite, on va aller dans les boutiques et dans les magasins. C'est là où ça se joue. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que vous essayez d'optimiser les choses ? D'abord, Petit Bateau, la distribution de Petit Bateau, c'est boutique en propre, c'est grande surface, moyenne surface. Alors sur la France, on coche toutes les cases. Toutes les cases. Voilà, donc on est à la fois sur des boutiques en propre, des partenaires franchisés en wholesale et des grandes et moyennes surfaces. Ouais. Si on focus particulièrement sur les magasins que l'on opère nous-mêmes, à nos succursales, on va adresser en fait ce qu'on va appeler l'éco-conception des magasins. Quand je parle d'éco-conception des magasins, ça va passer dans son exploitation au quotidien, c'est-à-dire des choses que moi, retaileuse, j'ai fait pendant des années, et bien on va s'interdire de le faire dorénavant. Donc c'est des choses toutes simples. Ah, vas-y. J'éteins les lumières des vitrines, je ferme les portes pour arrêter de chauffer à l'extérieur. Mais pour tout retailer historique, en fait, il fallait avoir de la visibilité, ouvrir les portes. Et ces changements-là sont déjà des changements qui ont un véritable impact. On le mesure tout de suite dans la consommation d'énergie. Ensuite, quand on va parler en fait de consommation, c'est le suivi, commencer en fait par suivre nos consommations énergétiques par site, accompagner les équipes sur cette addition de bonnes pratiques qui vont faire la différence. Et si on va un cran plus loin, c'est quand on réfléchit à un nouveau concept, ce qui est le cas actuellement chez Petit Bateau, tout de suite, on va intégrer l'éco-conception dans la définition du modèle. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pouvoir mesurer l'impact de mon mobilier. Je veux un mobilier qui soit durable, qui soit réparable. Et en fait, les cahiers des charges, en fait, sont définis bien en amont, justement pour être sur des magasins qui soient beaucoup plus vertueux, je ne dis pas parfaits, mais en tout cas dans une dynamique beaucoup plus positive. Et donc les magasins ont leur rôle à jouer dans cet éco-retail, si je puis dire. Vous venez de le concept en fait de seconde main au carré, c'est-à-dire
c'est c'est du mobilier de seconde main ou possiblement de seconde main qui va vous permettre derrière de vendre aussi des produits de seconde main. Tout ça est absolument passionnant. Hein. Alors après, on y met en éco-conception du mobilier, ça peut être une réutilisation. J'ai vu dernièrement dans un magasin en fait du mobilier qui était fabriqué à partir de vêtements recyclés, compactés. Donc, dingue. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. La clé, c'est la mesure. Je dois pouvoir mesurer. Voilà. En fait, parce que quand on vous présente deux mobiliers, il y en a un, on me dit celui-là il est RSE, celui-là il l'est pas. Et je dis en fait, on va mesurer combien de ressources, quel est son indice de réparabilité et comment est-ce qu'il se recycle. Et si je vais plus loin... Et vous avez tous les outils aujourd'hui pour mesurer ça de manière efficace ? Alors tout ça, ça s'appelle des analyses de cycle de vie. Et donc, soit on a l'expertise, soit on va la chercher. Et donc là, sur un projet majeur d'un nouveau concept, on va aller chercher la ressource en externe pour mesurer l'impact de ce nouveau mobilier. Et ça, c'est au regard d'un magasin. Mais demain, cette éco-conception, c'est une philosophie. Au-delà du produit en tant que tel, il va falloir la réfléchir sur quand je fais une campagne de shooting photo, quelle est mon éco-conception ? Quand je fais un site internet, comment je l'éco-conçois ? Mais quelle histoire ! Et donc, aujourd'hui, quand on a un département RSE, c'est en fait, on accompagne les métiers dans ce niveau de maturité. Il n'y a pas un moment où vous vous sentez un peu submergé par l'ensemble ? Parce que là, vous tirez énormément de fils, et je pense parce qu'il y en aurait encore énormément à tirer. Et il n'y a pas un moment où on se sent submergé, où on se dit... Mais par où je commence ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ah ben à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est ça. Donc on dit, je vais choisir ça. On va choisir. Et après, ce qu'il y a d'extrêmement vertueux dans ce que j'appellerais la RSE aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une sollicitation des parties prenantes et des pairs qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on échange énormément avec d'autres marques. Vous parliez de Maison du Monde tout à l'heure. J'échange avec notamment un des responsables RSE de Maison du Monde sur tout un tas de sujets. Parce qu'en fait, sinon, les défis sont tellement conséquents qu'il faut pouvoir être plusieurs pour les adresser. Et sur la partie textile, on échange avec un certain nombre de marques. Quand on parle de la seconde main, nous, notre enjeu demain sur les produits qui ne sont pas revendables, c'est de pouvoir les démembrer pour les refaire du fil, refibrer, retricoter et refaire des produits. Ben là, on est en partenariat avec d'autres marques. Et donc, non, on ne se sent pas submergé, on se sent au cœur de l'action et on a envie d'embarquer un maximum de monde avec nous. Nathalie, où est-ce que vous intervenez dans l'ensemble de ce qu'elle vient de nous décrire là ? Parce que c'est passionnant. Passionnant. Et on est un peu plus terre à terre. En tout cas, Cégide essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'outils qui optimisent les choses. Et à partir du moment où on aide nos clients à optimiser leur stock, leurs matières premières, on y contribue. Après, dans le retail, il y a beaucoup de choses, et notamment, il y a la dématérialisation des tickets ou des factures. C'est une loi qui arrive, mais on n'a pas attendu que la loi soit là pour le faire, puisque l'idée, c'est aussi de permettre de ne pas gâcher du papier, tout simplement. Donc, évidemment, ça fait longtemps qu'on dématérialise les tickets et les facturettes, et au-delà d'économiser du papier, ça permet aussi de récupérer des données consommateurs, comme son email, par exemple, ce qui permet aussi, puisque la data, on en a parlé quelques fois ensemble. Après, je le disais tout à l'heure, le retail a beaucoup changé, notamment avec toute la partie omnicanalité. Et aujourd'hui, le magasin a changé. Il devient un mini-centre de logistique. Ouais. Et on doit profiter de ça, et donc les outils doivent le permettre, de pouvoir, au lieu d'aller recommander, refaire fabriquer ou aller chercher, même si c'est très près pour petits bateaux, d'optimiser le stock qui est en place. Et quand il y a un retail physique qui est avec un bon maillage du territoire, évidemment, c'est plus facile. On a aussi des fournisseurs. On est dans le cloud, donc là, on en a parlé. Vous avez fait une émission avec Sylvain. Tout à fait. La précédente. Oui, tout à fait. Donc là, nos partenaires travaillent autour de la sobriété carbone plutôt que neutralité. Et donc, c'est vrai que quand on partage, bien sûr, des ressources informatiques à plusieurs, ça consomme évidemment moins. Donc, aujourd'hui, toutes nos solutions sont en SaaS et tous nos clients utilisent ça. Donc, on met aussi notre pierre à l'édifice. Et puis, on essaye aussi d'enlever les caisses physiques, en fait. Déjà, parce que c'est un frein un peu à la vente. C'est toujours un passage un peu obligé à la caisse. Et l'idée, c'est d'apporter des solutions mobiles aux vendeurs qui eux-mêmes
peuvent apporter leur propre appareil, comme ça, tant qu'à faire, il est utilisé, je parle de leur téléphone évidemment, ils ne vont pas arriver avec leur caisse, et de permettre qu'ils puissent finaliser un certain nombre d'interactions avec le consommateur jusqu'à la vente, sans qu'il n'y ait plus de caisse physique dans le magasin. Et comme les magasins sont de plus en plus petits aussi, puisqu'on parlait d'éco-responsabilité, il y a aussi des gens qui se posent la question de réduire physiquement le magasin pour des questions d'économie d'énergie, Cegid a sa place là, puisqu'on propose des solutions qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'extension de gamme. C'est-à-dire que quand vous avez un magasin plus petit, forcément, vous ne pouvez pas montrer tout l'assortiment. Du coup, le digital a sa place pour pouvoir présenter une collection dans un espace plus petit. Tout à fait. Voilà. Sur les caisses, de manière un petit peu brutale, je le dis, mais néanmoins, c'est le patron de Monoprix, il y a maintenant 10 ans, qui m'avait dit, vous vous rendez compte que j'ai 20% de mes investissements, 20% de mes surfaces, 20% de mon personnel pour emmerder le client. Ça m'avait semblé un très très bon résumé de ce qu'était aujourd'hui une caisse. Je veux revenir sur... Alors, finissons là, il nous reste 3 minutes. Votre histoire de démailler là et de refaire, ça veut dire... Non, mais attends, c'est un truc de dingue. Ça veut dire... Parce qu'il faut récupérer... L'idée, c'est que le consommateur petit bateau, il faut quand même qu'il aille vous rapporter le produit. C'est ça. Donc, il faut l'emmener, en fait, lui-même dans cet immense sujet circulaire. Voilà, d'économie circulaire. En fait, Petit Bateau a lancé une première application de seconde main en 2017. C'était une application de client à client. Et en 2021, on a accéléré. Et on a décidé, en fait, de lancer une proposition d'offre seconde main sur tous nos magasins français. Sur 9 mois en 2021, on a récolté 100 000 pièces. Sur ces 100 000 pièces, il y a des pièces qui sont revendables, pour lesquelles, en fait, on a remis à nos clients un bon d'achat, valable sur le neuf ou sur l'occasion. Et les autres pièces, on les conserve. Et ces pièces, en fait, elles ont vocation demain. On est en pleine recherche et développement. On connaît la qualité initiale du produit. C'est du produit Petit Bateau, on connaît la qualité du fil. Et donc, l'enjeu, c'est de réussir en fait à le démembrer, on appelle ça comme ça. D'où, je reviens au point d'éco-conception. Au plus mon produit sera monomatière, au moins il aura de points durs, au plus il sera facile en fait à déchiqueter en petits morceaux et ensuite à refaire du fil pour pouvoir refaire de fil en fil, mon petit bateau me refait du petit bateau. Donc ça, c'est un peu le Graal. On n'y est pas encore, mais on est engagé sur 3 programmes de recherche, dont la plateforme européenne SCURT, qui est un programme à 3 ans, pour réussir en fait cet enjeu. Et quand on parle d'économie circulaire, l'idée, en fait, c'est de pouvoir boucler la boucle. Donc, on n'y est pas encore, mais les équipes sont complètement engagées. On va y aller justement dans la deuxième partie de cette émission. Merci Delphine. Merci beaucoup. Merci Delphine. On repart donc, deuxième partie, start-up. Anna Balès est avec nous. Bonjour Anna, cofondatrice de Leasy. Nathalie, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse dans Leasy, et puis elle va nous raconter un petit peu Bien ce qu'elle fait. sûr, je vais vraiment lui laisser la parole. On travaille beaucoup avec des partenaires applicatifs, puisque c'est important aussi qu'on puisse compléter nos offres Cegid avec des écosystème. écosystèmes. Et on a à la fois des partenaires un peu historiques, stratégiques, mais aussi des startups. Et c'est toujours tout à fait intéressant de surveiller ce qui se fait. Et c'est aussi de temps en temps nos clients qui nous en parlent les premiers, en disant on a vu ça. Et en l'occurrence, on a quelques clients en commun. Et en plus, l'associé de Anna est un ancien collaborateur Cegid. Alors on aime bien aussi quand il y a des jeunes... Quelle histoire! Voilà. Et donc, mais elle en parlera bien mieux que moi. Oui, parce que c'est une plateforme digitale, Leasy. C'est un SaaS. C'est un SaaS, voilà. C'est ça. Alors, Leasy, c'est la seule et unique solution qui permet de faire à la fois de la seconde main, de la location, du take-back programme pour les retailers. Donc, ça permet aux retailers de rentrer très facilement, en moins de 2 mois, dans l'économie circulaire. C'est-à-dire ce que commençait à nous décrire Delphine en termes de complexité de l'économie circulaire, mais vous allez nous en parler. Vous, en fait, vous apportez, en marque blanche évidemment, une solution clé en main, un peu comme on l'a vu avec Miracle et les marketplaces. Exactement. Voilà. Notre modèle. Ah oui, c'est le modèle Miracle. Miracle, on aimerait bien suivre leur pas. Ouais. Oui, c'est ça. Lever 350 millions d'euros. C'est le pire que je nous souhaite. On y est, on est en chemin. Et donc oui, c'est ça qu'on fait. D'ailleurs, on travaille avec Petit Bateau. On est très fiers de ça. Et donc c'est ce qu'on fait. On propose aux marques d'avoir la solution
solutions digitales pour collecter la bonne donnée, pour pouvoir piloter son projet d'économie circulaire et de savoir quand est-ce qu'il faut pivoter, quel prix, quel produit, quel consommateur mettre en place dans ces niveaux business model. Et qu'est-ce qui vous permet d'apporter ces indications? C'est-à-dire, vous faites l'analyse du business model et de la façon dont le retail se passe dans la boîte, ou ce sont des schémas, des patterns qui s'appliquent à peu près pour l'ensemble des secteurs? Alors, on lance des modèles d'économie circulaire. Bientôt, vous allez pouvoir louer des produits petits bateaux. Alors, je ne sais pas si vous avez des petits... C'est fini en ce qui me concerne et j'en suis ravi. Donc voilà, vous auriez pu y aller, voilà, parce qu'évidemment... Soyez forte, un jour ils grandiront et ils vous laisseront tranquille. Donc, ces petites bêtes grandissent vite. et donc voilà, donc c'est très naturel. On est très heureux de travailler avec Petit Bateau parce qu'on est aussi dans ce nouveau mode de consommation. Il y a une jeunesse qui pousse aussi pour prendre une photo Snapchat avec son produit plutôt que de le garder dans son armoire. On est vraiment là-dedans. Après, c'est l'expérience plutôt que le produit. Et les marques sont les premières à pousser cette expérience-là. Et nous, on vient les appuyer sur la partie opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va lancer leur site web, on va mettre des puces RFID en Unique ID sur tous les produits. Et donc, tous ces produits vont être suivis dans tout leur parcours, que ce soit du départ à l'entrepôt, chez le client. Quand ça revient, il faut le remettre à neuf. Donc il y a des collaborateurs et des ouvriers qui travaillent sur le produit, qui vérifient l'état, la qualité, qui le remettent en stock. Et ça se fait à l'échelle industrielle. Et donc vous imaginez bien qu'avec chaque produit étant unique, on collecte une quantité de données vertigineuse, exactement. Et c'est là que vient le machine learning, qui est en fait une technologie de base dès qu'on veut pouvoir prédire l'état de ces produits. Mais comme vous l'avez dit, la clé, c'est quand même le consommateur. C'est-à-dire, c'est lui qui va ou pas jouer le jeu. Exactement. C'est le consommateur et la marque qui va se lancer, dans ces nouveaux business models. On est vraiment dans une nouvelle communication, c'est-à-dire que la marque va promouvoir l'expérience. Vivez quelque chose de nouveau avec nos produits. Comment ça se fait, c'est passionnant. Delphine nous disait, il y a un bon d'achat à la clé. C'est-à-dire, la vertu ne suffit pas quand même. Il vaut mieux qu'il y ait un bon d'achat à la clé si on veut que les consommateurs jouent le jeu? Alors, dans les programmes de take-back, donc c'est-à-dire que la personne va finalement donner ce qu'elle a dans son placard, parce que ces placards deviennent des mines de ressources. Avant, les mines sont à ciel ouvert. Alors maintenant, les mines, c'est dans nos placards, dans nos greniers. Magnifique, à placard fermé. Donc voilà, et donc va sortir son produit Petit Bateau, va le rendre entre guillemets à Petit Bateau, et il y aura un voucher à la clé. Et alors vraiment, l'idée, nous, ce qu'on préconise, c'est que ce voucher doit être utilisé pour la seconde main ou la location. Parce que et voilà, sinon, c'est ça. Voilà, le bad buzz est vite arrivé de promouvoir le neuf. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit vertueux, et ça, les marques le comprennent très bien. Vous avez de sacrés clients. Enfin, il y a notamment Decathlon, qui ne doit pas être loin d'un des... Enfin, c'est un des gros retailers de la planète, quoi, voilà. Tout gros, voilà, tout gros. C'est bien de commencer par... Non, mais là, c'est le côté entrepreneur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend Decathlon, on ne prend pas Decathlon, ça doit être une réflexion, non, quand on prend Decathlon et on surprend Decathlon. Et on surprend Decathlon. Ah, c'est magnifique. Oui, Decathlon, c'est notre client historique. On commence la 4e année avec eux, donc on est très fiers de ça. Ils nous font confiance. On va ouvrir la Belgique avec eux, notamment, et on a des données formidables avec Decathlon sur la durabilité des produits. On a loué des choses, mais des dizaines et des dizaines de fois, je ne peux pas trop dire, mais voilà, on a des rentabilités x3, voire x4 sur certains produits. Donc oui, avec eux, on s'éclate, j'ai envie de dire. Merci Anna, voilà, on est au bout de tout ça. Merci Nathalie, tout ça a été passionnant. Merci Stéphane. Et donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid.